l'invitation. Je suis ravi d'être là parmi vous. Et en effet, je suis un peu désolé parce que côté impact carbone, c'est pas terrible. J'arrive de La Réunion par avion. Et j'espère que vous m'en excuserez. Je vais pouvoir vous parler du coup chikungunya et arbovirose. Je ferai une présentation en deux parties. Une première plutôt générale sur les arboviroses, parce que vous n'êtes pas forcément tous familiers avec ce type de pathologie. Et ensuite, je viendrai vraiment au cœur du sujet, notamment les maladies auto-immunes, nos patients, quid de ces arboviroses chez eux. Voilà, donc ici bien présenté, je travaille au CHU de La Réunion et je suis donc interniste de formation. Je n'ai pas vraiment de conflit d'intérêt en lien avec cette présentation. Arbovirus for arthropod-borne virus, donc ce sont des virus qui sont transmis par des arthropodes. C'est quoi les arthropodes? C'est un peu tout ça. En fait, c'est une catégorie d'êtres vivants qui sont caractérisés par un exosquelette et qui sont segmentés. Mais au sein des arthropodes, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est surtout ceux qui sont notamment des insectes hématophages, donc qui se nourrissent de sang. Et via ce repas, ils vont pouvoir transmettre le virus qu'ils ont au préalable récupéré sur le sang d'un autre être vivant. On va principalement s'intéresser aux moustiques, mais il faut savoir que les arboviroses sont aussi transmises par les tiques, qui sont au milieu, et aussi par les phlébotomes, qui sont à droite. Et donc là, je vais centrer le propos plutôt sur les moustiques. Donc j'ai fait un espèce de nouvel acronyme qui s'appelle le MOSBO virus, donc pour Mosquito Borne Virus. Et principalement, ce qui va nous intéresser dans les moustiques, c'est notamment le genre Aedes que vous avez représenté en haut. On appelle aussi Aedes albopictus pour celui qui est avec ses petits points blancs. C'est le moustique tigre dans le nom plus vulgarisé, mais ce n'est pas le seul du genre Aedes, il y en a différents types. Et ce sont principalement ces moustiques-là qui vont transmettre les arboviroses à en gros 98% sur le globe. Les arboviroses, c'est 5 grandes familles de virus qui correspondent à plus de 500 espèces pathogènes, enfin 500 espèces au total, dont au moins 100 sont pathogènes pour l'homme. Des fois, ça va être des tout petits foyers de certains virus dont vous n'avez jamais entendu parler, notamment dans certaines parties du globe. Et là, on va s'intéresser plus à ceux qui sont, on va dire, ubiquitaires sur le globe, qui ont pour principale présentation soit des syndromes dits algofébriles éruptifs, c'est ceux qui vont concerner principalement la dengue et le chikungunya sur lequel le propos va être centré. Mais ça peut être des virus avec des complications hémorragiques, par exemple la fièvre jaune en fait partie, ou encore de neuroencéphalytiques, donc un tropisme très neurologique pour pas mal des arboviroses. Voici la catégorisation de ces virus avec les 5 grandes familles. La plus représentée, ce sont les flavivirus, qui comportent notamment la fièvre jaune, la dengue ou le Zika. Et le deuxième virus dont on va beaucoup parler, là, c'est le chikungunya, qui fait partie de la famille des Togaviridae. Et si vous regardez la colonne vecteur, vous voyez que il y a beaucoup moustiques, et entre parenthèses Aedes. Et en fait, beaucoup de moustiques du genre Aedes sont les vecteurs de plusieurs types de virus. Et quand les moustiques sont implantés dans un territoire, ils peuvent potentiellement être vecteurs de différents types de virus, notamment en France, actuellement, la dengue et le chikungunya, et potentiellement le Zika. Voici à quoi ressemblent les différents cycles, on va dire, virus-vecteurs. On va dire qu'un cycle classique, normal, antérieurement, c'est le cycle du milieu qu'on appelle le cycle enzootique. C'est en gros endémie au sein d'une zoonose. Donc, un moustique va récupérer le virus, entre guillemets, parmi des hôtes qui sont souvent des animaux sauvages. Donc, plutôt, on parle de cycle sylvestre. En général, c'est dans les milieux naturels, forêt par exemple. Et il peut parfois faire ce qu'ils appellent le spillover. En gros, il y a des humains pas très loin qui vont être contaminés. À droite, c'est les cycles dits épizootiques. En gros, ce sont les épidémies au sein des animaux. Et ce qui va nous intéresser pour la dengue, le Zika et le chikungunya, c'est plutôt les cycles dits épidémiques, où en fait, on est passé d'un habitat qui est naturel avec des vecteurs, enfin des autres plutôt animaux qui sont dans un cycle sylvestre vers les humains, et le fait que les moustiques se sont très bien adaptés aux environnements urbains ou périurbains, alors que normalement, ils ne devaient pas y vivre. Et qu'est-ce qu'il y a dans les environnements urbains, périurbains? Il y a surtout en termes d'animaux, on va dire, les êtres humains. Et en fait, ces cycles-là sont les cycles principalement épidémiques aujourd'hui. Donc globalement, vous avez en gros quelqu'un en haut qu'on appelait Monsieur Payette. Ça, c'est une petite image faite par l'ARS de La Réunion. Payette, c'est un nom très fréquent là-bas, qui est infecté par un virus, arbovirus. Ça peut être par exemple là le chikungunya. Il se fait piquer par un moustique. Le moustique va digérer le virus au sein de son tube digestif, va passer dans son sang, puis dans ses glandes salivaires, et va potentiellement pouvoir infecter une autre personne après quelques jours. Donc là, vous avez Madame Waro qui se fait infecter, puis quelques jours après développe les symptômes de la maladie. Donc, les êtres humains sont vraiment partie du cycle, ce qui fait que quand vous êtes infecté, quand quelqu'un est infecté, c'est important qu'il continue à se protéger pour ne pas se faire piquer par un virus, par un moustique, pardon, parce qu'à ce moment-là, il va devenir transmetteur vers le moustique qui ensuite va pouvoir piquer les personnes autour. Il faut savoir aussi qu'un moustique, ça vit à peu près 21 jours et que entre le moment où ça naît et sa mort, ça se déplace en moyenne sur un périmètre de 300 mètres maximum.
Donc, quand vous avez un moustique infecté, globalement, l'épidémie, elle se fait vraiment dans un foyer qui est assez proche et les cas sont généralement autour de la maison. Ce qui fait que quand vous avez des cas épidémiques, notamment nos ARS font de la lutte antivectorielle, ils vont aller se renseigner autour de l'habitat de la personne infectée et essayer d'éradiquer les gîtes larvaires qui sont situés autour. Si on parle un peu à présent d'épidémiologie, au niveau mondial, là c'est la dingue, vous avez tous les foyers avérés d'épidémies qui ont eu lieu depuis en fait près d'un siècle. Et vous voyez que c'est une distribution vraiment très équatoriale ou des pays subtropicaux, avec une énorme part dans le monde de l'Asie du Sud-Est et de tout ce qui est Amérique centrale et Amérique du Sud. Il y a moins de foyers marqués pour l'Afrique, mais aussi parce qu'on a probablement moins en fait de données qui sont transmises. Et vous voyez quelques petits points rouges sur l'Europe et notamment le sud de la France. La dengue, c'est 100 millions de cas par an, cliniquement avérés. Il y a des cas qui sont asymptomatiques. Ça correspond à peu près 500 000 hospitalisations et 50 000 décès. Pour vous donner une idée du poids, c'est l'arbovirose la plus fréquente mondialement actuellement et qui évolue par épidémie, mais avec des pays pour lesquels on a vraiment une endémie importante. Si on parle à présent du chikungunya, qui vous a plus intéressé, je dirais localement, cette dernière année, vous voyez que les distributions sont identiques, hein, c'est le même vecteur, c'est forcément logique, et du coup, le poids, il est moindre en termes de mortalité, morbidité, parce que c'est à peu près estimé à 700 000 cas sur l'année 2024, je n'ai pas de chiffre pour 2025, mais par contre, l'incidence a été estimée, évaluée à x20, x50 sur les 20 dernières années. Donc, on va entendre de plus en plus parler du chikungunya. Et nous, on a eu à nouveau une épidémie à La Réunion en 2025. La précédente avait eu lieu il y a 20 ans. Alors, en France, doit-on avoir peur? J'ai fait exprès de faire un titre un peu accrocheur. Ici, ce sont une carte donnée par Santé publique France de toutes les zones où, en fait, le moustique vecteur principal, donc Aedes albopictus, est implanté, c'est-à-dire que il y vit de manière permanente, il s'est adapté. C'est beaucoup lié au réchauffement climatique, bien sûr, et on voit que le sud de la France est très très concerné et qu'il y a même des zones plus au nord. Hein, vous voyez, par exemple, l'Île-de-France, c'est une zone urbaine et il y a des moustiques, d'accord. Donc aujourd'hui, c'est plus étonnant pour vous de faire piquer par des moustiques, mais il y a 20 ans, cette carte n'était pas du tout la même. Hein. Quelques chiffres en termes d'arbovirose pour la France hexagonale. Hein. La dengue, c'est en nombre de cas importés, c'est surtout de l'import en fait, c'est dans les cas qui sont contractés et les voyageurs arrivent en métropole. Et donc ça correspondait à peu près à plus de 1100 cas importés en 2025, principalement venant des Antilles, où vous avez une phase épidémique, contre 4300 en 2024, où l'épidémie était plus importante à ce moment-là aux Antilles. Donc beaucoup de cas importés et les cas autochtones très rares, 29 cas en 2025. Le chikungunya, 1000 cas importés venant de La Réunion, parce que nous avons eu cette épidémie, il n'y en avait pas aux Antilles l'année 2025. Par contre, le nombre de cas autochtones a explosé à plus de 800 cas estimés, confirmés, versus 32 cas sur les 14 années précédentes. Donc là, on est sur un boom du chikungunya et ça peut s'empirer, puisque si la population n'est pas immunisée en grande partie, le nombre de cas peut clairement continuer à progresser l'année suivante. Voici la carte des principaux foyers autochtones, donc là vraiment contractés sur le territoire, ce n'est pas des gens qui ont voyagé, en ce qui concerne la dengue. Donc vous voyez que ça concerne surtout le sud-est de la France, et puis vous avez un petit rond bleu quand même, hein, situé pas trop loin d'ici, et le chikungunya, plus particulièrement sur la zone Nouvelle-Aquitaine. Bon, Christophe l'a cité tout à l'heure, il y a eu pas mal de cas sur Bergerac, une centaine de cas, et puis vous avez des petits foyers de 1 à quelques dizaines de cas sur différents endroits donc, de la Nouvelle-Aquitaine. Donc clairement, en 2025, le chikungunya est à votre porte et ça peut continuer et ça peut s'aggraver. Du coup, je vais vous parler un peu du tableau clinique et des symptômes qu'on peut avoir lors de ces arboviroses. Alors, elles ne sont pas toujours symptomatiques. La dengue, on estime qu'à peu près 75% des gens vont faire une forme symptomatique. Les autres, ça passe inaperçu. Et chez le chikungunya, c'est moins de 50% des gens. Donc, on peut être quand même vecteur et infecté, avoir fait le chikungunya sans avoir vraiment fait de symptômes. Quand les personnes sont symptomatiques, ça va faire très souvent une fièvre qui peut être élevée, 39, 39,5, qui est souvent mal tolérée, qui va durer en moyenne 3 à 5 jours, et parfois avec une espèce de rebond fébrile après une petite phase d'alcalmie. Dans les autres symptômes fréquents, vous avez les céphalées, notamment qui sont photo-orbitales, qui ne sont pas systématiques, mais c'est près de 2 tiers des patients à 80%, qui sont notamment plus fréquents, je trouve, lors de la dengue, avec cette localisation surtout rétro-orbitaire.
Après, ce sont des maladies éruptives, hein, près de 2 tiers des patients font une éruption cutanée, qui peut être un rash maculo-pupuleux, par exemple, comme ce type-là. Ça peut ressembler à ce que vous voyez dans certaines viroses, je dirais plus cosmopolites, ou même des toxidermies. Ça peut être un exanthème avec un aspect parfois presque pseudo-électrodermique, avec quelques îlots blancs qui sont épargnés. Donc ça, c'est assez évocateur de la dengue, par exemple, cette atteinte clinique-là. Vous avez une jambe, là, vous avez cet aspect très électrodermique, ici des mains. Et là, ça, c'est plutôt dans le chikungunya où ça a été décrit que ça pouvait laisser des espèces de pigmentations post-éruptives qui, elles, apparaissent pas à la phase aiguë, mais qu'on voit plutôt une fois que la maladie est passée au bout d'une dizaine, quinzaine de jours. Donc, beaucoup d'anomalies éruptives pour la peau, et ça peut aussi concerner les muqueuses, notamment la bouche, les conjonctives, des conjonctivites, des érosions muqueuses, par exemple. L'autre grande symptomatologie de ces syndromes d'arbovirose, ce sont les atteintes de douleurs arthromyalgiques. On parle souvent dans la littérature de syndrome dengue-like pour plein de virus qui donnent des symptômes similaires à ça, et ça concerne en gros 60 à 90% des patients, très souvent des douleurs articulaires plus que des inflammations articulaires avérées cliniquement. Mais il y a clairement des arthrites et aussi des ténosynovites, notamment le chikungunya, c'est vraiment l'apanage du chikungunya de l'atteinte articulaire. C'est souvent des atteintes plutôt périphériques que centrales axiales, et notamment le chikungunya, le risque de chronicité ou de rechute, mais ça, je reviendrai plus dans le détail après. Le chikungunya tient son nom en fait d'une langue africaine qui veut dire homme courbé, et c'est vraiment la symptomatologie qui marque le chikungunya, c'est des personnes qui sont complètement douloureuses, qui n'arrivent pas à se lever, qui restent au fond du lit pendant quelques jours. Pour la chronicité, je vous ai juste pris cette capture d'écran pour montrer à droite les principales atteintes en termes d'atteinte articulaire, donc c'est très périphérique. Donc c'est souvent plutôt distal, notamment les interphalangiennes, les poignets, les chevilles, mais ça peut concerner des articulations plus grosses comme les genoux. Et je vous représenterai un peu plus dans le détail après la symptologie de la chronicité dans le chikungunya sur le versant articulaire. Ici, un petit tableau récapitulatif qui synthétise les différentes informations que je vous ai données pour comparer le chic et la dengue. Il y en a plusieurs que j'ai citées. En fait, je voulais insister sur cette diapo pour parler des complications que je n'ai pas citées avant. Pourquoi ça peut être grave, ces infections, notamment pour la dengue. Outre les symptômes décrits, ça peut donner des syndromes de choc. En fait, ce sont des sortes de chocs hypovolimiques où les patients, ils ont une sorte d'hyperpermuté capillaire, vasculaire, et ils vont faire des sortes d'œdèmes avec une hypotension très marquée et des insuffisances d'organes. Ils peuvent aussi faire des hépatites fulminantes, et tout ça fait la gravité de la dengue qu'on essaie de repérer par certains symptômes qu'on appelle les signes d'alerte, et ce sont ces patients-là qu'il faut savoir surveiller et éventuellement réhydrater précocement pour bien les traiter. Pour le chikungunya, il n'y a pas d'atteinte de ce type-là en termes de gravité, mais éventuellement des syndromes neurologiques, notamment Guillain-Barré et des méningoencéphalites. Alors, demain, vous avez un patient qui revient de voyage ou bien qui était à Bergerac ou à Langon, et puis il a des symptômes compatibles avec le chikungunya. Qu'est-ce que vous allez faire pour essayer de le diagnostiquer? Déjà, quelques petits indices, on va dire indirects sur les examens de biologie courante. Sur la numération, c'est souvent une leucopénie. Alors, la lymphopénie n'est pas majeure, elle a souvent supérieur à 0,5 giga par litre. Et la thrombopénie est assez fréquente, notamment dans la dengue, ça donne des thrombopénies majeures, parfois à 5 giga par litre. Et la cytolyse est fréquemment associée. Notamment la dengue, ça peut faire des transaminases à plus de 1000. Hein. En termes de confirmation, les deux tests principaux, ça va être la PCR et les tests sérologiques. Vous avez en bas, en gros, les éléments qui vous indiquent. Alors, je sais pas si ça marche, c'est vrai. Donc, en phase initiale, vous avez la virémie. Donc, le virus est dans le sang. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on va essayer de pouvoir le diagnostiquer avec l'RT-PCR. Et puis après, la réponse immunitaire se met en place. D'abord IgM, puis IgG. Et donc, c'est la sérologie qui va vous aider à diagnostiquer les patients. Comment on prend en charge les patients? Je dirais que c'est assez simple parce qu'il n'y a pas de traitement antiviral spécifique. Le traitement, il est symptomatique. Surtout, calmer les douleurs, calmer la fièvre et repérer les personnes qui peuvent faire une forme grave, notamment avec les signes de gravité, qui peuvent décompenser vers les chocs hypovolémiques dans la dengue. Comme il y a beaucoup de douleurs, les questions c'est ANS oui non, précocement oui non, corticoïdes oui non, j'en reparlerai un peu après. Il y a peu d'éléments de preuve et je vous parlerai un peu des recommandations françaises qui avaient été éditées il y a un peu plus de 10 ans. C'est une maladie à déclaration obligatoire de l'ARS, puisqu'il y a une question d'enquête à faire et d'essayer d'éradiquer les gîtes larvaires pour limiter l'extension des épidémies. Et il y a de la prévention à faire, notamment contre les piqûres de moustiques. Et un peu toutes les mesures que vous pouvez mettre en œuvre, vêtements longs, répulsifs, etc. Et il existe des vaccins dont je reparlerai aussi après. Maintenant, je vais parler plus spécifiquement des complications ou des symptomatologies chez les patients qui ont des maladies auto-immunes concernant ces deux arboviroses, principalement donc la dengue et le chikungunya. Donc, qu'est-ce qu'on a comme donné la littérature pour la dengue? Donc, à chaque fois, je fais un peu pareil. Je vous explique en gros
quel est le tableau clinique de l'arbovirose chez les patients avec maladie auto-immune? Est-ce qu'il est différent de la population générale? Qu'est-ce que ça donne comme complication sur la maladie auto-immune elle-même? Et donc, ce qu'on sait pour la dengue, c'est que globalement, il n'y a pas beaucoup d'études. Il y en a une seule, en fait, à ma connaissance, vraiment, qui a étudié la dengue en termes au sein d'une population qui a une maladie auto-immune. Donc, c'était principalement des patients avec des lupus systémiques et des polyarthrite rhumatoïdes. Et ce qu'ils ont montré, c'est que cette population-là était plus souvent hospitalisée après un épisode de dengue, et en particulier s'ils avaient un traitement immunosuppresseur, donc suggérant qu'une dépression pouvait fragiliser les patients et donner peut-être des formes plus sévères de dengue. Ce qui n'est pas forcément retrouvé dans d'autres études. Et quand on s'intéresse plus spécifiquement à l'immunodépression, il y a d'autres travaux, mais qui sont plutôt des travaux sur une petite série ou quelques cas cliniques pour dire que les patients fortement immunodéprimés, par exemple en transplantation, ils ont plus de risques en fait de faire une dengue avec une virémie prolongée. Et il y a même eu des patients qui ont pendant plusieurs semaines en fait un virus persistant dans le sang et même des contractions de la dengue en transplantation de greffons rénal notamment. On a eu des cas à La Réunion, ce qui fait que aujourd'hui ça fait partie du bilan pré-greffe et avant de greffer quelqu'un de vérifier si notamment en zone d'endémie qu'il n'y a pas la dengue parce qu'il y a eu des transfusions via le greffon. Donc probablement que l'immunodépression, mais je dirais très sévère, profonde, est un facteur de risque de dengue sévère. Est-ce qu'il y a un impact de la dengue sur une maladie auto-immune qui serait déjà connue et avérée? Par exemple, nos conjonctivites, nos rhumatismes inflammatoires chroniques. Il n'y a pas franchement d'études en fait pour répondre bien à la question. Dans une étude, ils ont plutôt parlé de patients qui avaient des maladies dermatoses chroniques, notamment des psoriasis. Et ce que ça a montré, c'est que c'était éventuellement un facteur de poussée du psoriasis. Donc, j'ai pas grand-chose à vous mettre sous la dent pour vous donner plus d'éléments sur ça. Et est-ce que la dengue peut induire l'apparition de maladies auto-immunes qui ne seraient pas connues auparavant? Alors, c'est essentiellement quelques petites études cas témoins ou des case reports, donc des niveaux de preuve assez faibles, pour dire qu'il y a peut-être un surrisque à court terme de certaines maladies auto-immunes, notamment un tropisme neurologique, ce qu'on appelle les encéphalomyélites. Donc, ça peut être des myélites, des encéphalites, par exemple. Donc, globalement, peu d'études et en général faible niveau de preuve, malgré une pathologie quand même très, très répandue. On pourrait s'attendre que même si nos maladies auto-immunes sont rares, eh ben, on ait plus de données sur ça. Du coup, je me permets de faire un petit aparté pour partager une expérience réunionnaise. On a fait une étude observationnelle il y a quelques années qui était sur l'épidémie. On a eu une forte épidémie de dengue, nous, à La Réunion, entre 2019 et 2021-22. Et en fait, sur la période 2021, on a essayé de faire un recueil donc, qui est rétrospectif pour voir chez nos patients qui avaient des maladies auto-immunes, qui étaient suivis pour la maladie auto-immune, voir s'il y avait une dengue, alors en la confirmant biologiquement, et voir quel était l'impact sur la maladie auto-immune. Donc, nous, on avait une population composée essentiellement de femmes, un âge minimum de 59 ans, avec différentes comorbidités chroniques qui sont connues pour des facteurs de risque de dengue sévère, en général de maladies cardiovasculaires, donc qui étaient quand même assez présentes, qui étaient présentes chez près de 40 à 50% des patients, quand on prend toutes les comorbidités cumulées. Et les pathologies immunitaires qu'on avait, c'était essentiellement des connectivites pour la plupart, à plus de 2 tiers, notamment des PR, des lupus et des rhumatismes inflammatoires chroniques autres que PR. Plus la moitié des patients avaient au moins un traitement, on va dire au sens large, immunosuppresseur, qui peut être des corticoïdes, des CEDIMARDS, donc souvent du méthotrexate, et ou une biothérapie. Et donc, sur cette épidémie de 2020-21, ce qu'on a vu, c'est que la présentation clinique des patients, en gros, ça correspondait à ce que je vous ai présenté comme symptômes tout à l'heure, syndrome fébrile, douleur arthromusculaire, éruption cutanée. On a à peu près 2 tiers de nos patients qui avaient été hospitalisés et 1 tiers qui étaient ambulatoires. On avait essayé de prendre des patients pas que hospitalisés en recueillant en screenant les patients au sein des patients vus en consultation. On avait de rares formes sévères, donc vraiment au sens, il y a une définition de l'OMS pour définir la forme sévère. Il n'y a que 2 patients sur toute la cohorte qui fait moins de 5%, alors qu'il est attendu qu'il y en ait plus dans une population de ce type-là, plutôt de l'ordre de 20 à 30%. Donc plutôt un signal rassurant de dire les patients avec maladie auto-immune ne font pas spécialement plus de formes sévères. Il y a ce qu'on appelle les formes avec signes d'alerte. Donc, je vous disais tout à l'heure, les signes d'alerte, c'est en gros les patients qui risquent après d'évoluer vers les formes sévères. Cela, ça correspondait à 45% quand même des patients. Et quand on fait des analyses de sous-groupes, en comparant les formes avec signes d'alerte versus sans signes d'alerte, en fait, on n'a pas trouvé de symptomatologie différente avec ceux qui avaient les signes d'alerte, excepté ce qui va dire définir les signes d'alerte. Mais ils n'avaient pas de forme plus compliquée, sinon les patients. Et le fait d'avoir ou pas un immunosuppresseur ne changeait pas le fait d'avoir les signes d'alerte, la sévérité de la pathologie de la dengue. Et si on regardait côté maladie auto-immune, qu'est-ce que ça pouvait éventuellement provoquer en termes notamment de poussée? Il y a à peu près 27% des patients qui estimaient qu'ils faisaient une poussée de leur maladie pendant la dengue.
avec beaucoup de biais parce qu'en fait, la dengue, ça donne des arthromyalgies. Bon, beaucoup de patients, leur maladie auto-immune, c'était des rhumatismes inflammatoires, du lupus, ils disaient bah, j'ai les douleurs comme dans ma maladie. Bah oui, bah, c'est un peu la symptomatologie de la dengue, donc c'est pas très étonnant. Mais sinon, pas vraiment d'éléments qui étaient très évocateurs sur les dires des patients d'une maladie autre que douleur articulaire. Et par contre, quand on regardait dans les 3 mois qui suivaient, à peu près un patient sur 5 avait eu une maladie qui était en poussée de manière avérée, confirmée, on va dire médicalement, avec notamment autre chose que des arthralgies, donc ce qui correspond quand même à pas mal de patients. Et dans le contexte d'une maladie immunitaire pour laquelle il y a peut-être des signaux sur attention de dépression, il y a des patients qui avaient interrompu leur traitement ou interrompu sur demande des prescripteurs, des médecins, parce que dire peut-être qu'il ne faut pas être sur les fortes doses de, par exemple, ne faites pas votre injection de biothérapie tel jour alors que vous avez votre dengue. Et donc, le traitement a été interrompu temporairement pour à peu près 38% des patients, pour ceux qui en avaient un. Voilà pour l'essentiel que je peux dire pour notre expérience réunionnaise. Je vais vous passer au chikungunya. Et pareil, les données de, on va dire, la littérature. Du coup, quel est le profil du chikungunya sur des maladies auto-immunes connues? Là encore, pas franchement d'études spécifiques en population de maladies auto-immunes, si ce n'est que, vu la présentation de chikungunya qui est très articulaire, beaucoup de patients décrivent qu'ils ont une poussée de leur maladie si on s'intéresse à une population de rhumatisme inflammatoire chronique. Est-ce qu'il y a un impact du chikungunya sur les maladies auto-immunes connues? Alors encore une fois, les patients vont beaucoup vous dire j'ai fait une poussée articulaire. Ce dont on se rend compte pour l'atteinte articulaire, notamment la chronicité dans le chikungunya, c'est que les patients qui sont à risque de faire ces formes chroniques sont plus souvent peut-être des patients qui ont déjà, on va dire, une fragilité articulaire. Donc c'est une maladie articulaire chronique, que ce soit un rhumatisme inflammatoire ou par exemple même de l'arthrose, ils vont plus facilement faire des douleurs. Lors du chikungunya, ils peuvent plus facilement être symptomatologiques peut-être plus longtemps. Alors du coup, ce qui a été vu dans la littérature, c'est que il y a peut-être un effet, alors il n'y a qu'une ou deux études qui soulignent ça, un effet des agents biologiques sur la résolution de la phase chronique. Que ces patients-là qui étaient sous notamment, c'est souvent des anti-TNF, avaient peut-être une phase chronique moins longue comparée à ceux qui n'étaient pas sous biologique, mais par exemple sous traitement conventionnel tel que méthotrexate. Est-ce qu'il y a des maladies auto-immunes qui font suite au chikungunya? Donc, quelques cas décrits d'atteinte neurologique, ça va avec les arboviroses, c'est un tropisme de ces maladies-là, notamment des syndromes de Guillain-Barré, c'est assez bien décrit, des encéphalomyélites, donc qui apparaissent pas à la phase aiguë, c'est plutôt après, dans des 3-4 semaines, donc c'est vraiment une réaction immunomédiée qui se fait secondairement. Quelques cas de lupus ou de CAPS, de PTI décrits dans la littérature, mais c'est vraiment des cas isolés, donc on ne peut pas du tout dire s'il y a vraiment un lien de causalité. Est-ce que c'est des patients qui auraient fait dans tous les cas cette maladie auto-immune avec un autre trigger infectieux ou inflammatoire? On ne peut pas savoir. Et pas vraiment de signal pour dire que ça déclenche des maladies auto-immunes systémiques dans la littérature de ce qu'on peut retrouver. La grande question, en fait, c'est dans le chikungunya, il y a une phase chronique dont je vous parle un peu plus juste après. Est-ce qu'en fait, cette phase chronique, c'est vraiment que le virus ou est-ce que c'est des patients qui avaient une prédisposition et qui allaient faire tôt ou tard une maladie auto-immune telle qu'une PR ou un autre rhumatisme inflammatoire? Et on va dire le virus est devenu un peu comme le facteur déclencheur, la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase et du coup qui est l'élément déclencheur pour une maladie qui aurait dans tous les cas peut-être fini par arriver. Bon, ça, c'est très difficile de répondre. Ce qu'on sait, c'est que la plupart des personnes qui ont des critères de chronicité d'atteinte articulaire dans le chikungunya, ils n'ont pas ou peu d'érosion articulaire. Alors, il y a des érosions qui ont parfois été décrites, mais c'est plutôt rare. Ils n'ont généralement pas d'auto-immunité. Tout ce qui est anticorps, les ACPA, les facteurs hématoïdes, ça en général sont négatifs. Donc, on est plutôt sur un mécanisme autre que purement immunomédié ou déclencheur révélateur d'un rhumatisme inflammatoire chronique classique préexistant. Donc, globalement, c'est un peu décevant parce que finalement, peu d'études, pas beaucoup d'éléments de preuve. Et là encore, je vous fais partager une expérience qu'on a. Alors, le titre est pas bon, c'est pas de dingue maladie auto-immune, c'est chic maladie auto-immune en haut, excusez-moi. D'une étude qu'on a essayé de faire là, pour laquelle on est en train de finaliser des analyses sur notre épidémie réunionnaise qui a eu lieu en 2025. On a eu plus de 30 000 cas en fait sur cette période récente. Et du coup, on a essayé de voir tous nos patients qu'on suit dans les centres hospitaliers, dans les services de médecine interne de Lille, et de voir qui avait fait le chic et qu'est-ce que ça donnait. Donc, on a 118 patients. Là encore, c'est une majorité de femmes. C'est souvent décrit comme ça que les atteintes un peu chroniques, c'est plus souvent des femmes. Et nos maladies auto-immunes sont plus fréquentes chez les femmes, d'où, je pense, cette surreprésentation des femmes, un âge médian de 52 ans.
Les maladies concernées, essentiellement des conjonctivites pour 2 tiers, beaucoup de lupus pour 25%, des PR, des Sjögren, des sclérodermies, des myosites. Donc à chaque fois, c'est des petits effectifs par sous-catégorie, mais voilà, ça fait quand même une cohorte conséquente. Il n'y a pas d'équivalent à ma connaissance dans la littérature. Et beaucoup de patients déjà traités, 84% des patients sont sous traitement, soit des corticoïdes, en général à faible dose, moins de 10 mg par jour, soit des CDMARD, soit une biothérapie. Du coup, en termes de présentation clinique, c'est les formes usuelles de chikungunya, ce que je vous ai présenté, la fièvre, les douleurs partout, les éruptions cutanées et les douleurs articulaires plus. Donc des patients qui disent j'ai jamais connu ça, même dans ma maladie, docteur, vous vous rendez pas compte, je pouvais plus bouger, j'arrive plus à lever le petit doigt, c'est très douloureux, j'ai jamais connu ça. On n'a eu que 3 hospices sur tous ces patients-là, aucun décès. Pas de signal pour une forme grave particulière. Et les hospices, en général, ça pouvait être lié à une atteinte sévère au sens où les patients se déplaçaient plus doux, mais éventuellement une comorbidité surtout qui décompense. C'est ça un peu les complications du chikungunya. En termes d'analyse de sous-groupes, donc c'était des résultats qui restent à consolider. Mais ce qu'on a vu, c'est que les personnes qui étaient déjà sous corticoïdes pour la maladie immunitaire, en fait, ils avaient tendance à avoir, contrairement à ce qu'on s'attendait, plus de gonflements articulaires et qui duraient plus longtemps. Alors qu'on aurait cru que peut-être qu'ils étaient un peu protégés de ça. Et à contrario, et ça revient un peu sur ce que je vous ai montré pour la littérature, c'est que ceux qui étaient sous anti-TNF, ils faisaient moins de gonflements, que ça durait moins longtemps, et que la phase, en gros, subaiguë, elle se résolvait plus vite. Donc, quelques petits éléments intéressants. Mais le gros message, c'est pas de forme particulièrement sévère chez nos patients. Donc ça, c'est assez intéressant, je trouve. En termes de poussée, 37%, alors c'était autodéclaratif, déclaraient vers une poussée de leur maladie, mais encore une fois, c'est comme pour la dengue, c'est poussée, mais quel type, madame? Douleur articulaire, ok, bon, c'est le chikungunya, c'est pas forcément votre maladie. Et une interruption de traitement, pareil, comme pour la dengue, chez à peu près 1 patient sur 5 quand même. Voilà pour l'expérience réunionnaise, et je vais vous parler un peu plus de chikungunya et chronicité articulaire, qui est quelque chose qui va probablement concerner pas mal d'entre vous si vous voyez des cas de chikungunya. Donc globalement, la chronicité, c'est, on considère la phase aiguë, c'est à peu près 14 jours, 3 semaines selon les papiers. Entre 14 jours et 3 mois, c'est subaigu. Au-delà de 3 mois, c'est chronique. C'est souvent des arthralgies plus que des atteintes articulaires inflammatoires. Donc 80-90% des patients vont avoir des arthralgies dans la phase aiguë. Et en termes d'atteinte subaiguë, c'est 50 à 80%, ça dépend un peu des séries. Quand on regarde les méta-analyses, c'est plutôt de l'ordre de 50% de gens qui ont des symptômes subaigus sur moins de 3 mois. Et pour la phase vraiment chronique, c'est-à-dire plus de 3 mois, c'est en gros 20% dans les méta-analyses. Dans les séries qui vous disent jusqu'à 70-80%. Là, il y a quand même pas mal de données sur plein de pays, notamment le Brésil. Il y a eu des cohortes aussi faites à La Réunion, l'Asie du Sud-Est, etc., où on est plutôt sur un chiffre de 20%. Qu'est-ce sont les personnes qui vont plus facilement faire des formes chroniques? Ce sont plus souvent les personnes âgées, donc plus on avance en âge. Quand je dis âge, c'est plutôt âge 65 ans, 70 ans, et le sexe féminin. Le fait d'avoir une maladie articulaire préexistante, que je disais tout à l'heure, bon, par exemple les gens qui ont de l'arthrose, les gens qui ont un myélite inflammatoire chronique, tout ça, ça fait qu'ils font plus facilement des formes chroniques. Et aussi l'intensité initiale de la pathologie. En gros, s'ils font une forme un peu explosive initialement, ils sont plus souvent à risque de faire une forme chronique. Ce qu'on sait, c'est qu'une fois qu'ils sont dans la chronicité, il y a souvent une association à la fatigue chronique et à des troubles dépressifs. Et ça vient aggraver aussi le vécu de la douleur et donc le ressenti de la chronicité. Alors les mécanismes, je ne vais pas vous en proposer un, c'est pas très clair et c'est pas uniciste. Ça revient sur la question que je vous posais tout à l'heure, c'est est-ce que c'est un rhumatisme inflammatoire préexistant qui se révèle? Bof, il y a quand même des choses qui sont communes en termes de physiopathologie avec la PR, notamment certains types de cytokines inflammatoires qui sont augmentés, notamment qu'il y a eu parfois des érosions qui ont pu être constatées et donc probablement une activation de certaines cellules présentes dans l'articulation, notamment les fibroblastes et les cellules mésenchymateuses qui sont un peu les principales cibles du virus au sein de ces articulations. Voilà. Donc, je ne vais pas plus détailler parce qu'en fait, on n'a pas de certitude, mais globalement, la chronicité, ça concerne pas mal de gens. Il faut savoir qu'il y a des gens qui se plaignent de douleurs plusieurs années après leur chikungunya, un peu comme des sortes de rechutes. Je vous dis, là, j'ai mes douleurs qui reviennent. Moi, je n'ai pas connu la première épidémie de chikungunya à La Réunion qui a eu lieu en 2005-2006. J'ai encore des patients qui m'en parlent parce qu'ils ont encore des douleurs depuis. Voilà. En termes de prise en charge, qu'est-ce qu'il y a à savoir? Alors, il y a des recommandations françaises qui avaient été éditées en 2014 sous l'égide du professeur Simon. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Elles sont un peu complexes, je dirais. Il y a pas mal d'éléments.
outre la prise en charge médicamenteuse, il faut faire d'autres éléments comme de la kiné, de la réassurance, prendre en charge les troubles, on va dire, dépressifs s'ils sont présents. Surtout, pour insister sur le côté médicamenteux, c'est à la phase post-aiguë, entre 3 semaines et 3 mois, ce qu'ils recommandent, c'est les antalgiques, notamment le paracétamol, et antalgiques dérivés des opioïdes. Et sinon, INS, mais au-delà de J14, parce que crainte que si on n'a pas fait un diagnostic formel de chic, et ça peut être une dingue, ça peut être risqué les anti-inflammatoires pour le côté thrombopénie, risque d'hémorragie, etc. Sur la phase chronique, voilà tout ce qui est proposé en termes de prise en charge. Je ne vais pas vous faire le détail. Globalement, l'une des idées, c'est de repérer si c'est un rhumatisme inflammatoire chronique, genre PR, SPA. Il y a des formes décrites plutôt axiales. Sinon, c'est pareil, traitement paracétamol antalgique, parfois jusqu'aux opioïdes forts, niveau 3, mais à limiter au maximum. INS, plus ou moins corticoïdes, plus ou moins méthotrexate, et tout ça avec des éléments de preuve qui sont très, très variables. Je ne vous ai pas mis de diapo, mais il y a une méta-analyse qui a été faite sur les recommandations faites par les différents pays, parce qu'Amérique latine, il y en a pas mal, Asie du Sud-Est aussi, et globalement, personne n'est d'accord. Les corticoïdes, certains disent surtout pas, d'autres oui, il faut, les INS disent surtout pas, d'autres oui, il faut, etc. Donc, on n'a pas du tout d'éléments de preuve pour dire clairement ce qu'il faut faire. À La Réunion, ce qu'on a vu, c'est que beaucoup de gens, très vite, vont se mettre à leur prescrire des INS, ça marche pas bien. Vous mettez des corticoïdes, ça marche pour certains. Il y a des protocoles qui ont été faits par certaines équipes pour mettre du méthotrexate juste pendant 1 mois avec des corticoïdes à dose agressive rapide. Ça marche, mais est-ce que ça marche parce que c'est l'évolution naturelle, ça devait marcher, et après, ils auraient dû guérir, enfin bref, on ne sait pas trop. Donc, je n'ai pas de recette miracle à vous donner pour vous dire comment bien traiter une phase chronique de chikungunya. Pour finir, je vais parler un peu des vaccins pour la prévention. Donc, pour vos patients, ça pourrait être parce qu'ils partent en voyage dans une zone d'épidémie, donc attention, et autour d'un cas autochtone, puisque ça se rapproche de vous et que peut-être ils vont être concernés. Pour la dengue, il n'y a pas de vaccin commercialisé, il y en avait un, mais il n'est pas recommandé actuellement, donc j'en parle pas plus. Pour le chikungunya, on a eu un vaccin qui a été commercialisé et recommandé par l'HAS en 2025 à La Réunion. Notamment, on commençait à avoir l'épidémie, donc ils ont dit, bon voilà, il faut le recommander chez certaines personnes, notamment les moins de 65 ans qui ont des comorbidités à risque de chronicité. Donc en gros, c'est tout le maladie cardiovasculaire, la HTA, le diabète, etc. Et les plus de 65 ans. Bon, l'histoire dit que ce n'était pas forcément une bonne idée. Il y a eu beaucoup de cas de complications sous ce vaccin qui étaient des cas d'atteinte neurologique plutôt encéphalique, avec des personnes âgées, en général de plus de 80 ans, qui ont fait des séjours en réanimation. Il y a eu 2 décès. Et donc, à partir de début mai, l'HAS à La Réunion a suspendu l'indication vaccin chez les plus de 65 ans, mais a maintenu l'indication pour les moins de 65 ans avec comorbidité. C'est un vaccin vivant, atténué, ce qui peut expliquer certaines choses. Donc, il marche très bien en termes d'immunogénicité. Par contre, en termes de vos patients, contre-indication chez les patients qui ont bien sûr des immunosuppresseurs parce que c'est un vaccin vivant atténué. Moi, j'ai fait ce vaccin, non pas que j'ai des indications particulières à le faire, mais parce que, vu la chronicité, etc., j'ai jamais eu un vaccin qui m'a fait autant d'effets indésirables en termes de j'ai fait une petite infection, quoi. Donc, on le sent bien passer, donc ça ne m'étonne pas que les plus de 80 ans, ça ne se passe pas bien. Aujourd'hui, ce qui est recommandé par la HAS, c'est de le maintenir pour les voyageurs, de le maintenir dans les foyers épidémiques pour les moins de 65 ans qui ont des comorbidités et de contre-indiquer chez les plus de 65 ans immunodéprimés. Depuis cette histoire, il y a un autre vaccin qui a été commercialisé qui s'appelle le Vimkunya, qui lui n'est pas un vaccin vivant atténué, c'est un vaccin particules, c'est des protéines recombinantes et des pseudoparticules virales. Et en fait, il a les mêmes indications, sauf que lui, on peut le donner chez les déprimés et chez les plus de 65 ans, mais pour l'instant, la HAS ne s'est pas positionnée. Il y a une saisine qui a été faite et un travail qui est en cours parce qu'ils ont un peu peur qu'il se passe la même chose, je pense, que le précédent. Et donc, normalement, peut-être que d'ici septembre, ils répondront si on peut l'utiliser chez les plus de 65 ans notamment. Donc, en pratique, le vaccin, ça peut être intéressant, mais dans tous les cas, la prévention, ça passe par se protéger de la piqûre des moustiques. Donc, conseillez de faire ça à vos patients qui partent en voyage ou si jamais il y a un foyer épidémique près de chez eux. Et les messages, comme on dit à La Réunion, ça que nous ramène la case en créole réunionnais, take home message. Les arboviroses, une incidence en augmentation, notamment dans votre territoire, et ça va continuer à augmenter avec le réchauffement climatique. Les maladies auto-immunes patinent à l'alarmant sur ce qu'on a dans la littérature, sauf peut-être la très grande immunodépression. Donc, ces patients-là, faites attention. Et la gestion du rhumatisme post-chikungunya reste problématique avec peu de données formelles pour dire comment les gérer. Donc, clairement, plus d'études nécessaires. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Loïc. Une petite question sur les traitements, l'anifrolumab et les JAK inhibiteurs et le risque, en fait, il n'y a rien qui ressort.
par rapport au risque de dengue et de chikungunya, pas plus que ça Non, en mais fait. pas spécifiquement sur cela, parce qu'en fait, nous, on espérait que comme c'est des épidémies, c'est des pathologies qui deviennent fréquentes, et on puisse avoir plus de données sur ces maladies rares et les prescriptions rares associées, on va dire. Mais non, en tout cas, nous, chez nos patients, on n'a pas eu de signaux particuliers. Voilà. On a eu un ou deux patients qui se sont fait faire le vaccin du chikungunya, alors que, bon, en général, on essaie de leur dire, voilà, les vaccins, il y en a qu'il faut faire, d'autres pas faire. Ça s'est bien passé pour certains sous anti-TNF. J'ai eu deux patients que vous avez... Ah bon, vous avez fait le vaccin? Ah mince. Mais pour les traitements que tu dis, anti-JAK, etc., j'ai pas d'éléments d'expérience à te donner. Dans la littérature, il n'y a rien à ma connaissance. Bonjour Loïc, merci beaucoup pour le topo. Moi j'avais trois toutes petites questions sur les formes articulaires chroniques du chikungunya dont tu parles. La première, c'est sur les formes douloureuses chroniques type fibromyalgie. Est-ce que tu as des conseils différents de comment on gère un fibromyalgique habituellement, centre antidouleur, prise en charge physique, etc. Est-ce qu'il y a des particularités chez ces patients? Deuxième petite question, chez les patients qui font des polyarthrites chroniques, comment tu les gères? Est-ce que tu gères avec du méthotrexate un peu au long cours tout simplement et ça suffit la plupart du temps? Et troisième question, tu as dit que ceux qui faisaient des formes articulaires chroniques, c'était souvent des patients très inflammatoires, en tout cas très symptomatiques au début. Est-ce que tu penses que de taper plus fort sur la symptomatologie inflammatoire initiale pourrait prévenir et limiter l'évolution vers ce type de forme? Merci pour ces questions, Nicolas. Pour la première, globalement, en effet, il y a des patients qui sont douloureux chroniques sans signe inflammatoire. Si on va les gérer un peu comme on gère un patient fibromyalgique, j'en ai pas parlé là, mais par exemple, les traitements, pour parler de médicaments type actifs sur les douleurs neuropathiques, sont recommandés, et notamment dans les recommandations de 2014, elles sont mises en avant. Au-delà de ça, voilà, des fois, on espère que le temps fait son œuvre. Pour les patients qui sont vraiment inflammatoires, il faut les gérer comme un rhumatisme inflammatoire chronique inclassé, et le méthotrexate est souvent le traitement de première intention sur ces formes chroniques. Il y a pas mal d'éléments de succès qui disent que ça fonctionne. Pour la troisième question, je l'ai déjà plus en tête. Redis-moi. Ah. Bah, c'est une idée. Alors nous, on disait peut-être, tu vois, nos patients qui étaient sous corticoïdes pour une raison X ou Y, peut-être qu'ils auraient moins de formes sévères d'emblée. Et en fait, c'est pas ce qui ressort. Mais après, c'est un petit nombre de cas, donc c'est très limité. Mais peut-être que, voilà, moi j'aurais envie de dire c'est oui. Et globalement, les collègues médecins qui ont le chic dans le service, ils n'ont pas hésité très longtemps avant de se mettre sous corticoïdes, en se disant que plus je vais vite, mieux, moi ça ira dans la chronicité. Mais voilà, j'ai pas de. C'est quelque chose qu'il faudrait en fait faire des études sur ça. La difficulté de faire des études sur ça, c'est que comme c'est par phase épidémique, cette année à La Réunion, on n'a pas de cas de chic pour l'instant, ou très très peu, on n'en aura pas d'épidémique parce que la population est assez bien immunisée. Donc tu veux mettre en place un protocole de recherche, bah, c'est pas avant peut-être 20 ans qu'on pourra le faire à La Réunion. Je pose une petite question avant le réunionnais. Est-ce que sur un plan épidémiologique, c'est bien documenté? C'est-à-dire que est-ce que ça remonte, est-ce que chaque fois que quelqu'un fait une infection, derrière, c'est rapporté au niveau de l'assurance maladie? Tout ça pour savoir si derrière, on peut faire des études épidémiologiques de grande ampleur? Alors, en gros, sur le diagnostic, quand ça passe par de la PCR, le laboratoire a pour obligation de transmettre l'information, et donc il y a quand même un chaînage qui est bien fait. Il faut savoir qu'en phase épidémique, on n'a pas les moyens, et puis on fait de la déprescription pour prescrire à tout le monde la PCR. Globalement, quand tu as un contexte épidémique, les symptômes évocateurs, des fois on ne peut pas faire la biologie ou la sérologie. Il y a des tests diagnostiques rapides aussi qui sont faits notamment aux urgences pour faire du triage. Ceux-là, ils ne vont pas apparaître et ça ne va pas classer les gens. Mais globalement, par exemple, l'épidémie de dengue, c'est 50 000 cas confirmés, c'est 75 000 suspectés sur une épidémie d'il y a 3 ans. Donc, c'est quand même pas mal. Le nombre de cas confirmés dans notre système de soins, je pense, avec Santé publique France et l'ARS. Ouais. Merci Loïc. En effet, tu n'as pas connu une épidémie en 2005. Je l'ai connue. Et en fait, ta question, puisqu'on peut faire un chikungunya et plusieurs dengues, parce qu'il y a plusieurs sérotypes. Comment tu expliques cette deuxième épidémie? Est-ce que c'est justement uniquement des jeunes qui n'avaient pas été exposés au chikungunya à l'époque? Et donc, est-ce qu'on a des données sur l'âge lors de cette nouvelle épidémie? Ou alors, est-ce qu'on peut faire à nouveau un nouveau chikungunya malgré une exposition antérieure, une infection antérieure? Après 2005-2006, il y avait à peu près 38% de la population estimée avec une sérologie positive, donc qui avait montré le virus.
Et avec le temps, forcément, ça diminue. Là, ce qu'on a vu, c'est globalement, c'est beaucoup des gens qui étaient naïfs de l'infection, qui sont infectés. Mais on a eu quelques personnes que nous, on connaissait pour avoir déjà fait le chic il y a 20 ans et qui ont fait vraiment le chic à nouveau. On l'a vu par PCR, clairement. Et donc, oui, on peut refaire une deuxième forme de chic, en tout cas 20 ans après. Combien de temps dure l'immunité? Alors, ça, c'est pas clair. Moi, j'ai vu au moins 2 ans sûr. C'est quand même un virus et c'est une bonne immunité cellulaire et humorale. 5 ans, 10 ans, ça, je ne sais pas. Est-ce qu'il est plus âgé par rapport à l'immunosénescence? C'était des patients que nous on suivait qui sont dans cette cohorte de patients avec maladie auto-immune. De là à dire qu'ils étaient immunosénescents, je n'ai plus en tête l'âge des patients ou les traitements qu'ils avaient éventuellement. Merci beaucoup Loïc.